Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons ce soir un sujet très particulier devant nous. L'être humain, un singe qui parle. On va considérer la linguistique face à la théorie de l'évolution. Ce que je vais présenter ce soir, c'est en quelque sorte le résumé de mes travaux de recherche en linguistique, philologie et théologie que j'ai fait pour une université américaine, il y a des années déjà, dans l'extension d'un deuxième doctorat. Mais j'essaie de pouvoir vous promettre ce soir 9 ans d'école publique suffit pour comprendre et suivre. Et bien sûr, je vais utiliser beaucoup de mots étranges, mais j'essaie de les expliquer. Et vraiment de bâtir depuis le fond. Donc, on a compris, nous allons considérer l'origine des langues de 2 points de vue. Du point de vue de la doctrine d'évolution et du point de vue de la Bible, de la création. Et lorsqu'on traite un sujet où on n'est pas d'accord sur le fond, il faut d'abord trouver le fond où les deux sont d'accord. Donc, je commence par des faits qui sont acceptés par des évolutionnistes et par ceux qui croient en la création selon la Bible. Dans le monde, il existe plus de 7000 langues différentes. Et là, on ne compte pas les dialectes. Mais on peut constater que certaines langues ont en commun des signes distinctifs de parenté. Et voilà, ces langues appartiennent à la même famille de langues. Donc, on distingue plusieurs familles de langues. Il y a dans le monde quelques dizaines de familles de langues. Et voilà quelques exemples. Par exemple, les langues de la famille des langues indo-européennes, où font partie le français, l'anglais, le schweizerdeutsch, et beaucoup d'autres langues parlées en Europe, mais jusqu'en Inde. Une autre famille sont des langues afro-asiatiques, sino-tibétaines, ouralo-altaïques, nigéro-kordofaniennes, paléo-sibériennes, dravidiennes, etc., etc. On peut constater au sein d'une même famille, par exemple les langues indo-européennes, au sein d'une même famille, les langues fortement apparentées sont rassemblées en groupes. Par exemple, les langues romanes, comme le français, l'italien, l'espagnol, etc., forment un groupe des langues indo-européennes. Mais aussi les langues germaniques, comme le hollandais, le suisse allemand, l'allemand, l'anglais, forment un groupe, le groupe des langues germaniques. Ensuite, le groupe des langues slaves, comme le russe, le tchèque, etc. Le polonais, etc. Il est démontré que la ressemblance des langues romanes s'explique vraiment par leur descendance commune du latin. Ce n'est pas simplement une déduction des faits qu'on peut voir dans les langues, mais on peut, par des documents, montrer l'évolution du latin il y a 2000 ans jusqu'au français
moderne, italien moderne, espagnol, portugais, romanche, roumain, catalan, provençal, sarde, etc. Donc là, c'est vraiment par une évolution de langue par descendance. Mais il n'est pas possible de faire remonter des langues de famille différentes jusqu'à une langue d'origine commune. Bien sûr, il y a plusieurs gens qui essayent de faire ça, mais ils restent toujours sur un fondement excessivement faible, et on doit dire non scientifique. Donc on ne peut pas faire remonter, par exemple, l'hébreu, qui fait partie des langues sémites, et le français aux mêmes origines. Impossible. On peut encore dire, les langues humaines sont de fantastiques et très complexes systèmes de signes ou de codes, conçus pour exprimer toutes sortes de sentiments et d'idées. Là, tout le monde est d'accord de nouveau. Aussi, le fait suivant, dans le règne animal, il n'existe aucun système de communication comparable aux langues humaines. Bien sûr, il y a des systèmes de communication chez les animaux, mais ils sont d'une nature totalement différente. Les sons articulés humains sont typiquement humains. Et d'ailleurs, les conditions neurobiologiques, donc dans le cerveau, requises pour la production et la compréhension du langage sont absentes chez les animaux. Vous voyez ici les deux centres excessivement importants en rapport avec les langues. Le centre Broca dans le cerveau, ici, devant, normalement sur le côté gauche, mais ça arrive que c'est aussi de l'autre côté, mais ça ne fait rien. Broca, c'est là où on fait la production de la langue. Et voilà le centre Wernicke, plus derrière dans le cerveau, c'est là où on situe la compréhension. Mais bien sûr, c'est lié avec d'autres régions. Alors, ça ne se limite pas à ces deux régions, mais ces deux régions sont fondamentales. Et voilà, ces deux centres sont absents chez les animaux. Chez les singes, les vaches et les chiens. La production de son, n'est-ce pas, chez les animaux, est contrôlée par le système limbique. C'est un système que nous possédons aussi dans le cerveau humain, d'ailleurs profondément dans le cerveau, et c'est beaucoup lié aux sentiments. Mais voyez donc, la communication avec son chez les animaux, ça fonctionne sur un niveau tout à fait différent. Par exemple, un chien, quand on l'appelle, n'est-ce pas, on a l'impression qu'il comprend la langue, mais ça marche sur un tout autre niveau d'émotion, limbique. Et voilà, le langage humain se différencie totalement de tous les systèmes de communication du règne animal. Et on peut dire que les langues humaines ont en principe des possibilités d'expression illimitées. Bien sûr, le nombre de mots est limité. Et nous constatons parfois, quand on veut faire des traductions d'une langue à l'autre, qu'un certain terme est absent dans une langue. Mais alors là, aucun problème, on produit un nouveau terme. N'est-ce pas? Donc, on peut ajouter facilement aux langues et il y a toujours des moyens pour exprimer n'importe quelle idée et pensée. On les exprime différemment d'une langue à l'autre, mais on peut les exprimer toutes les idées dans toutes les langues.
Tout enfant normal peut apprendre à parler de façon parfaite et sans accent, n'importe quelle langue du monde. Que ce soit du chinois mandarin, du swahili, du suisse allemand ou du wintu. C'est une langue indienne de Californie. Donc, on peut prendre n'importe quel enfant de la Suisse, l'envoyer comme petit enfant chez les Amérindiens des Wintu. Il apprend parfaitement la langue. Mais il semble en effet que le petit enfant possède une sorte de clé dans le cerveau. De clé qu'il peut utiliser pour ouvrir la serrure de n'importe quelle langue au monde. Donc chaque enfant normal est capable d'ouvrir le système de n'importe quelle langue du monde. Mais, on peut dire malheureusement, cette capacité se réduit à la puberté. C'est pour ça, après la puberté, pour apprendre une langue, oui, c'est possible, mais il faut une grammaire, il faut des explications, des règles du système, et normalement, on ne perd plus l'accent. Ça reste. C'est pas grave, mais c'est un fait. Si, à 10 ans, un enfant n'a appris à parler aucune langue, il ne pourra jamais en apprendre. Jamais en apprendre une langue. On peut penser par exemple à cet exemple de l'enfant loup muet, très connu, de Victor d'Aveyron. En 1797, il a été trouvé dans les forêts du sud de la France. Il était nu. Et voilà, on l'a pris à la maison. Un médecin était très gentil, l'a essayé d'éduquer et lui faire passer de la culture française, mais il n'a jamais pu apprendre le français. Et apprendre la culture à table, etc., c'était très, très difficile. Il y a un film sur la biographie de cet enfant, très intéressant. Alors, un enfant peut assimiler un système de langage existant jusqu'à l'âge de 10 ans. Et si on n'a jamais appris une langue dans ces 10 ans, alors là, on aura un problème. Et ce n'est pas le seul cas qu'on connaît, n'est-ce pas? Et on connaît par exemple un autre cas d'un Amérindien qui était petit enfant lorsque des Blancs ont attaqué son village et il a pu se sauver à la forêt. Et puis, lorsqu'il est devenu adulte, il a eu le désir d'avoir des contacts avec des êtres humains. Il a pu survivre à la forêt. Et il avait excessivement peur des Blancs. Et finalement, il s'est dit, mais je vais quand même visiter les Blancs. Et il est allé dans un village. Les gens, c'était des années plus tard, étaient très gentils avec lui, l'ont reçu. Et finalement, il a même pu travailler dans un musée de la culture amérindienne. Il a pu montrer comment les Indiens vivent à la forêt, mais il n'a plus jamais pu apprendre l'anglais. Seulement quelques mots, mais incapable de créer des phrases. Donc, on n'a jamais pu apprendre ses pensées quant au sens de la vie et ce qu'il y aura après la mort, etc. Des autres faits. Les langues, j'ai déjà expliqué, sont des systèmes de code, mais excessivement compliqués. Les langues parlées sont des systèmes de code à 4 niveaux. Je dis langue parlée parce que je vais faire abstraction de l'écriture ce soir, pour ne pas compliquer inutilement le sujet. Donc, les langues parlées, un système de code à 4 niveaux. Nous avons d'abord le niveau 1, le niveau des sons. Là, les linguistes
parle de phonèmes. Pas de peur, je vais expliquer tout. Ensuite, un deuxième niveau de la plus petite unité de son porteuse de sens. Là, on parle des morphèmes. Ensuite, niveau 3, le niveau de la construction de la phrase. Et là, on parle de la syntaxe. Et niveau 4, le niveau du sens derrière les mots. Et voilà, c'est le niveau sémantique. J'ai réfléchi, comment est-ce qu'on pourrait illustrer tous ces faits que même un enfant de 12 ans pourrait comprendre? Eh bien, je vais expliquer le niveau 1, le niveau des sons. Il s'agit là des phonèmes, n'est-ce pas? Alors, les phonèmes sont en quelque sorte les pierres de la construction d'une langue. Alors, je fais là allusion au mur chinois qui est composé de pierres. C'est la plus petite unité, n'est-ce pas, de construction, les pierres. Alors, voilà quelques exemples, pour comprendre mieux, de phonèmes. En français, par exemple, A. Mais ça n'a pas de sens, c'est simplement A. Ou D. Ça veut dire rien du tout en français, mais c'est une des pierres de la langue française. On a besoin du son D, c'est-à-dire du phonème D. P. Et voilà, grâce à et P, nous pouvons faire la différence entre main et pain. Vous voyez? Donc, les phonèmes aident à distinguer, mais en soi, ils n'ont pas encore une signification. Deuxième niveau, de la plus petite entité de son, porteuse de sens. Et là, on parle des morphèmes. Un morphème peut être un mot ou une partie de mot. Alors, vous voyez, encore une fois, le mur chinois, plusieurs pierres de construction en haut forment ensemble des tourelles sur le mur. Alors, les tourelles sont déjà, on peut dire, dans l'architecture, une unité de sens, n'est-ce pas? Composée de quelques pierres. Alors, si on met les phonèmes V et A ensemble, on forme le mot va, ce qui est, nous le savons, un impératif du verbe aller. Et dans ce cas, vous voyez, le morphème est identique à un mot. Mais le E dans petit e indique le féminin. N'est-ce pas? Ça déjà, là, E est à la fois un phonème, mais aussi un morphème, parce qu'il y a déjà une signification dedans, mais on doit dire, ce n'est pas un mot, c'est seulement une partie de mot qui porte déjà une signification. Alors, nous allons vers le niveau 3, le niveau de la construction de la phrase, la syntaxe. Et là, nous avons, bien sûr, des règles de l'organisation des mots. Et vous voyez, plusieurs tourelles du mur chinois forment ensemble une fortification à créneaux. Voilà. Ça donne un ensemble de ces unités, tourelles. Et voilà un exemple d'une phrase en français. Un monsieur d'un certain âge se promène dans la forêt. C'est correct, n'est-ce pas? Mais on pourrait aussi dire, dans la forêt, un monsieur d'un âge certain se promène. C'est aussi selon les règles françaises, mais vous voyez, quand on change la construction de la phrase, il y a d'autres accents de sens dans la phrase. Ou bien, on peut aussi dire, dans la forêt se promène un monsieur d'un certain âge.
ou un monsieur d'un âge certain dans la forêt se promène. Mais lorsque je dirais promène dans la ce forêt monsieur d'un âge certain, ça va pas, parce que c'est contre les règles syntaxiques en français. On va vers le niveau 4, le niveau du sens sémantique. Et voilà, là, on s'occupe des pensées derrière l'enveloppe des mots. N'est-ce pas, quand je dis forêt, c'est une combinaison de sons, simplement. Mais derrière cette combinaison forêt se cache un sens, c'est-à-dire cette pensée d'un ensemble d'arbres. Ça, c'est le sens derrière l'enveloppe d'un certain mot. Alors, là, nous sommes d'accord, évolutionnistes, adhérents de la création biblique. Mais maintenant, nous allons poser la question, d'où viennent les plus de 7000 langues humaines? Et là, on se demande, que dit la théorie de l'évolution? Que dit la Bible? Et finalement, on va se demander qui a raison. Alors d'abord, on donne la parole aux adhérents de la doctrine d'évolution. Vous voyez ici Charles Darwin, qui est considéré comme le père de la théorie moderne de l'évolution. Il a publié en 1859 son premier livre sur l'évolution, L'origine des espèces, On the Origin of Species. Et voilà, quelques années plus tard, en 71, L'origine de l'homme. Donc, il développe déjà toute la théorie de l'évolution dans le premier livre, mais justement, on ne peut pas parler de l'homme, parce que l'esprit du temps n'était pas encore prêt en 59. Mais ça s'est transformé en très peu d'années, et finalement, 71, il parle aussi de l'homme et dit, bien sûr, l'homme ne forme pas une exception. C'est un développement naturel où, finalement, on n'a pas besoin de Dieu, le Créateur. Et voilà, Charles Darwin, il croyait à une évolution du langage par imitation des bruits et des sons. N'est-ce pas? On a entendu un chien. Waouh, waouh! Alors, on a commencé à imiter ce son des animaux, et à partir de là, finalement, l'homme a commencé à créer soi-même une langue, une première langue. Mais il faut dire que la théorie de l'évolution a aussi fait une évolution depuis Darwin jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc, sa vue de l'origine des langues n'est plus partagée par la généralité. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui? Il est très difficile d'écrire une dogmatique sur le sujet de l'origine des langues chez les évolutionnistes, parce que là, les avis sont très différents. Un avis à côté de l'autre. Mais ce qu'on peut dire, une généralité des évolutionnistes aujourd'hui croit ce que Jared Diamond explique avec les mots suivants. Les centres du langage dans le cerveau, Broca, Wernicke, se seraient constitués tout au long du soi-disant processus de devenir de l'homme. À partir des animaux, voilà, l'homme est arrivé, selon la théorie. Période allant de 1,5 million d'années jusqu'à il y a 250 000 ans. Alors, d'abord, selon cette vue, la hardware s'est formée dans le cerveau.
Et la langue, bien sûr, ce n'est pas du hardware, c'est du software. Les sons eux-mêmes se seraient développés pendant la période de temps entre il y a 250 000 ans et 35 ans, 35 000 ans. Vous voyez, dans la vue évolutionniste, l'origine des langues est excessivement récente. Alors, Jared Diamond explique, il y a 4 millions d'années, les australopithèques, australo veut dire sud, pithèque, singe, les singes du sud. Donc les australopithèques sont clairement déclarés par les évolutionnistes comme étant des singes et non pas des humains. Alors, il y a 4 millions d'années, les australopithèques n'auraient émis que des sons gutturaux, comme ceux émis par les chimpanzés aujourd'hui. Parce que Australopithèque était un singe qui n'existait plus aujourd'hui, donc, mais comparable à un chimpanzé. Alors, des sons gutturaux, c'est comme par exemple en arabe, aïn, vous voyez, aïn, ça prononce très bas dans la gorge, aïn. Vous pouvez essayer à la maison. Dans la grammaire arabe, on apprend, on utilise les muscles que les Européens utilisent seulement en rapport avec vomir. Oui. Alors, vous pouvez essayer à la maison. Aïn ou raïn. C'est un R, ou presque un R, mais très bas. Raïn. Voilà, ce sont des sons gutturaux. Il y a à peu près 1,5 million d'années, l'Homo erectus, c'est-à-dire Homo veut dire homme, Erectus, celui qui marche comme nous marchons. Donc là, les évolutionnistes sont d'accord, Homo erectus, c'est un homme, ce n'est pas un singe. Alors, Homo erectus aurait utilisé un petit nombre de mots. Il y a un demi-million d'années, il aurait été capable de formuler des phrases de 2 mots. Vous voyez, d'où est-ce qu'on prend ces idées? Ce n'est pas par une recherche scientifique, parce que nous ne pouvons pas retourner dans le passé pour voir comment ça s'est passé, n'est-ce pas? C'est une déduction de ce qu'on observe chez les enfants. Vous voyez, les enfants, d'abord, lorsqu'on met les linges, n'est-ce pas, ça commence, ils font des bruits comme... Ça ne veut rien dire, hein? Ce sont pas des morphèmes, ce sont que des phonèmes. Mais avec le temps, tout d'un coup, on réalise, mais baba, ça veut dire quelque chose, papa, vous voyez, ou et puis tout d'un coup, on réalise, mais c'est plus simplement c'est maman. Ça veut dire quelque chose. Voilà, un premier mot déjà. Dernièrement, j'ai visité une famille araméenne et ils avaient un petit bébé, tout petit garçon, et puis voilà, il disait toujours hesh, hesh. Ça veut dire en araméen plus. Et on m'a expliqué, c'était le premier mot qu'il a prononcé. Hesh, encore, encore. N'est-ce pas, c'est plus joli quand on dit papa comme premier mot, mais parfois les enfants disent aussi hesh. Et puis, vous voyez, après quelque temps, les enfants commencent à prononcer 2 mots. Papa, encore. Papa, encore. Voilà 2 mots. Et la prochaine phase, c'est quoi? Ce n'est pas la phase de 3 mots, mais c'est déjà la phase de phrases. Il n'y a pas la phase de 3 mots. 1, 2, et puis la syntaxe vient. Alors, vous voyez, on a appliqué ce qu'on observe chez les enfants, mais qui ne créent pas par eux-mêmes une nouvelle langue, mais ils reproduisent sur la base de ce qu'ils reçoivent
ce qui est donné de l'extérieur, vous voyez. C'est une grande différence. Juste en parenthèse, cette remarque. Donc, il dit, il y a un demi-million d'années, il aurait été capable de formuler des phrases de 2 mots. Enfin, l'homo sapiens, c'est toujours un homme, vous voyez, mais on insiste sur son intelligence, sapiens. L'homo sapiens préhistorique aurait réussi à construire des chaînes de mots plus longues, mais sans beaucoup de grammaire. Donc, homme, certain, âge, forêt, don, etc. Toutefois, le langage complexe ne serait apparu qu'après l'essor culturel général qui se serait produit en Europe il y a 40 000 ans, dans le cadre d'une explosion créative. Et l'apparition des langues originelles, des familles de langues. Vous voyez, par exemple, l'origine des langues indo-européennes, sémites, etc., date de, tenez-vous, 23 000 à 4 000 avant Jésus-Christ. Donc même dans le cadre de la doctrine d'évolution, où on parle de milliards d'années, le phénomène des langues est considéré comme un phénomène excessivement récent. L'origine des langues des familles indo-européennes est datée d'ailleurs entre 7 et 8 000 avant Jésus-Christ. Voilà, on a compris maintenant le point de vue général évolutionniste d'aujourd'hui. Alors nous aimerions apprendre la vue, l'enseignement de la Bible concernant l'origine des langues. Selon le récit de la Genèse, premier livre de la Bible, Dieu a créé le premier homme, Adam, avec, dès le départ, la pleine capacité de s'exprimer. C'est tout autre chose, n'est-ce pas, ce point de vue? Alors, on voit la compréhension du langage dès le commencement. En Genèse 2, 16 et 17, on apprend que Dieu a fait un pacte avec Adam dès sa création. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. » Vous voyez, ce ne sont pas simplement des phonèmes, pas seulement des morphèmes, ce sont des phrases compliquées où Dieu, le jour de la création, a parlé. Et Adam a compris. Donc, Wernicke était fait comme hardware et préparé avec la software pour comprendre la langue. Mais nous voyons aussi la capacité de parler. Donc, pour utiliser le centre Broca, la capacité de parler qui est présente dès le commencement. Selon Genèse 2, 23, Adam, dès le début de son existence, le 6e jour de la création, était également capable de s'exprimer dans un langage articulé. Après la création d'Ève, en quelque sorte clonée de sa côte, voyez, non pas pris d'un ossement du pied pour indiquer que l'homme devrait marcher sur sa femme, n'est-ce pas? Mais non plus pris d'une partie de l'ossement du crâne pour dire que la femme devrait régner sur l'homme intellectuellement, mais pris de l'ossement qui est le plus près du cœur, pour montrer ce que c'est la relation entre homme et femme. Donc, je continue. Après la création d'Ève, en quelque sorte clonée de sa côte, Adam s'est exprimé de façon très romantique. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair.
Celle-ci sera appelée femme, en hébreu, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, en hébreu, Ish. Vous voyez, c'est un jeu de mots, parce que femme et homme sont presque la même chose, et ça semble que Isha serait simplement la forme féminine de Ish. Mais ce n'est pas le cas. Les deux mots ont une origine linguistique différente. Seulement, c'est un jeu de mots qui marche en hébreu, mais pas, par exemple, en français ou en allemand. En allemand, on traduit ici par man et menin. N'est-ce pas? C'est man dans la forme féminine. Mais c'est étrange en allemand, mais en hébreu, c'est beau. En plus, compréhension et capacité de produire la langue, mais la capacité de former de nouveaux mots. On peut déduire de Genèse 2, 19, 20 qu'Adam était capable d'inventer de nouveaux mots et ainsi d'augmenter et d'enrichir son vocabulaire avec ce qu'on appelle des néologismes. Quand on invente un nouveau mot, ce qu'on fait tout le temps, n'est-ce pas? Lorsqu'on a inventé cette machine-là, il fallait un mot. Alors, on a créé le mot ordinateur. Mais au XIXe siècle, si quelqu'un aurait parlé d'ordinateur, personne n'aurait compris. Mais il fallait trouver de nouveaux mots. Et voilà, on fait tout le temps, on crée des néologismes. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux des cieux et à tous les animaux des champs. Donc il a dû réfléchir sur le caractère, l'apparence des animaux pour trouver un mot. Par exemple, corbeau. Pourquoi on dit corbeau au corbeau? Eh bien, en hébreu, c'est plus simple parce que l'origine des mots est beaucoup plus visible. C'est à cause de la structure de l'hébreu. Et voilà, Orev, ça vient de Arav, être noir. Donc, il a pu créer le mot Orev, l'oiseau qui est typiquement noir. Et voilà, ça montre que l'homme est capable d'élargir son vocabulaire. En plus, on voit l'aptitude à la poésie. Et qu'est-ce que c'est la poésie? En fait, c'est la créativité dans le domaine de la syntaxe. N'est-ce pas? Comment on met les mots ensemble. On n'est pas créatif, par exemple, pour créer des nouveaux formes verbales, par exemple. Ça on ne fait pas. Plutôt, on perd des formes verbales qu'on n'utilise plus, n'est-ce pas? Que juste c'était, personne ne le dit encore aujourd'hui. Mais on perd des formes, mais on n'ajoute pas des nouvelles formes, n'est-ce pas? Ou par exemple, on n'ajoute pas parce qu'on pense, oui, mais les Allemands, ils ont quand même 4 cas pour les noms, n'est-ce pas? Pour indiquer le nominatif, le génitif. On pourrait aussi faire ça en français, mais ça ne fait pas. On reste à ce qu'on a. Mais dans le domaine de la syntaxe, et là, on est créatif. Et aussi pour créer des nouveaux mots. Selon Genèse 2, 23, Adam a pu, dès le premier jour de son existence, utiliser sa langue de façon poétique. N'est-ce pas? Où on met les mots vraiment d'une façon artistique. La cigale ayant chanté tout l'été, et qu'on la bise. Vous voyez, avec un rythme dans la phrase. C'est pas comme on parle en général. Et voilà, là, le premier regard posé sur sa femme
l'a bouleversé au point de lui inspirer des envolées lyriques. Zot hapa'am, etzem yatzamai, uvasar mi besari, les zot yikare isha, ki me ish lokocha zot. C'est une poésie en hébreu. Selon Genèse 2, au départ, Dieu a donné une seule et unique langue aux êtres humains. Le récit de la façon dont Dieu a donné par la suite d'autres langues aux hommes se trouve en Genèse 11, 1 à 9. Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et il arriva que lorsqu'ils partirent de l'Orient, il s'agit de l'histoire des hommes après le déluge. Et il arriva que lorsqu'ils partirent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar. C'est dans le sud de l'Irak actuel, la Babylonie plus tard. Et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Vous voyez, le pétrole jouait déjà un rôle dans l'histoire très lointaine. Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et ils ont commencé à faire ceci, et maintenant rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils pensent faire. Allons, descendons et confondons à leur langage, afin qu'ils n'entendent ou ne comprennent plus la langue l'un de l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé selon la Bible? Dieu créa de nouvelles langues et les donna aux diverses tribus à Babel. Et l'ancien système de communication a été effacé et remplacé par de nouveaux systèmes. Donc, vous voyez, le hardware reste la même chose, mais le software enlevé, une nouvelle software mis dessus. Vous voyez, c'est la deuxième fois dans la Bible où on lit du phénomène de parler en langue. Le phénomène biblique de parler en langue, c'est recevoir une nouvelle langue ou des nouvelles langues, les maîtrisant, comprenant, sans avoir fait un cours de langue, sans avoir suivi un cours de langue. Et voilà, je continue au verset 8. « Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela son nom Babel, en hébreu, confusion. » D'ailleurs, les Sumériens, plus tard, que vous avez peut-être appris à l'école comme la première civilisation, n'est-ce pas? Les Sumériens ont appelé cette ville Babylum, mais ils ne savaient plus la signification du mot. Donc, ce n'était pas un mot sumérien, mais pré-sumérien. Et puisque, vous voyez, déjà, les noms des patriarches devant le déluge, Adam, Seth, Enoch, etc., jusqu'à Noé, ce sont des noms hébreux. Donc, cela indique que l'hébreu était, un proto-hébreu était la première langue. Mais là, donc, les Sumériens qui restaient à Babel lorsque d'autres tribus sont parties, comme vous voyez là, selon la génétique, on a pu déduire exactement le chemin des peuples à partir de Babel pour peupler finalement tous les continents du monde. Dieu créa donc de nouvelles langues et les donna aux diverses tribus. Voilà, on comprend maintenant les deux avis, les deux points de vue. Et maintenant, nous posons la question, d'où viennent les plus de 7000 langues humaines?
qui a raison. Mais il y a un problème, n'est-ce pas, que j'ai déjà un peu indiqué. Nous n'avons pas de machine à remonter le temps qui nous permettrait d'aller voir dans le passé comment sont apparues les langues. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est un problème scientifique qu'on ne peut pas résoudre par l'observation directe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut utiliser la méthode de la déduction. Je vais expliquer. La méthode de la déduction, d'abord compliquée, ensuite j'explique. Nous avons d'abord une hypothèse. Par exemple, la vue évolutionniste de l'origine des langues. Ou, vous pouvez dire, le point de vue de la Bible de l'origine des langues. Vous pouvez considérer ça comme une théorie. Donc, on a une hypothèse, une théorie, une idée de base. Et voilà, on peut, à partir de ces idées de base, de cette hypothèse ou théorie, on peut faire des déductions qui mènent à des prévisions logiques. Par la logique, on peut déduire et arriver à des prévisions. Et parfois, des prévisions qu'on fait d'une certaine théorie, la théorie, on ne peut pas tester par observation directe, mais les prévisions, on peut tester par des observations directes. Eh bien, on prend les prévisions, on les soumet à un test par observation, expérience, et cela mène finalement à une confirmation de l'idée ou la théorie de base, ou à une réfutation. Vous voyez, si la prévision ne passe pas le test. C'est toujours plus simple quand on met un exemple. Alors, nous avons ces deux points de vue de l'origine des langues. On fait des déductions quant aux plus anciennes langues. N'est-ce pas? Quand on prend juste ces points de vue, on peut déduire. Alors, si l'idée évolutionniste est correcte, alors comment devraient être les langues les plus anciennes? Et aujourd'hui, il est possible de faire le test. Parce qu'aujourd'hui, nous avons bien des textes des langues les plus anciennes. Au XIXe siècle, ça aurait été encore un problème, c'était encore limité. Au XVIIIe siècle, impossible. Et aujourd'hui, c'est une chose toute simple. Alors, on peut observer par les textes que nous avons encore du temps de l'Antiquité, on peut voir si ça confirme l'hypothèse ou si c'est plutôt une réfutation. Mais on pourrait aussi, sur un deuxième niveau, faire des déductions quant aux langues des aborigènes. Vous voyez, si le point de vue de la Bible est correct, alors on pourrait s'imaginer, mais dans ce cas, comment devraient être les langues des aborigènes? Et aussi du point de vue de la doctrine d'évolution. Et là, dans mon travail de recherche, je donne là les textes du 19e siècle où des évolutionnistes ont vraiment fait des déductions quant aux langues des aborigènes à une époque où on ne connaissait pas tellement encore ces langues aborigènes. Mais aujourd'hui, on a une pleine connaissance. Alors là, on peut faire un test, confirmer ou réfuter. Et un troisième niveau, j'aimerais encore ajouter l'histoire des langues. Si la doctrine d'évolution serait correcte, alors comment on devrait s'imaginer l'histoire d'une langue? Prenons par exemple l'histoire de la langue babylonienne. Quand on l'observe sur l'espace de 2000 ans, qu'est-ce qui devrait se passer au cours de l'histoire et au cours
de l'histoire selon la vue biblique. Eh bien, on va faire maintenant ces déductions du point de vue de l'évolution. 1. Du point de vue de l'évolution, on pourrait logiquement s'étendre à ce que les langues les plus anciennes du monde soient significativement plus primitives que les langues modernes des nations hautement civilisées de la culture occidentale, comme le français moderne ou l'anglais, etc. Alors, plus primitif que les langues modernes des nations hautement civilisées, et ceci à tous les niveaux du système de langage. Ça, c'est un point important. Vous allez encore voir pourquoi. Donc, les niveaux 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai déjà expliqué, sur le niveau 3 et 4, l'homme est créatif. Mais dans les niveaux 1 et 2, il ne l'est pas. Et cette distinction est excessivement importante pour avancer à un résultat scientifique dans cette question. Et d'ailleurs, dans mon travail, c'était pour la première fois en linguistique où j'ai attiré l'attention sur ce point pour continuer correctement. Et ça a mené à un résultat qui était nouveau. Alors, vous voyez, à tous les niveaux du système de langage. 2. Le point de vue du darwinisme est que les langues des familles et groupes des stades inférieurs de la civilisation doivent être beaucoup plus primitifs que les langues des hautes cultures modernes. N'est-ce pas, des tribus qui vivent comme on s'imagine l'âge des pierres, devraient avoir une langue plus primitive que les Français modernes. 3. Il en découle qu'une langue donnée doit forcément, au cours de l'histoire, à l'extension de millénaires, au cours de l'histoire, montrer une constante évolution vers le haut. Constante, c'est possible que ça descend un peu, puis revient, mais en général, vers le haut, et ce, à tous les niveaux du système de langage. De nouveau, 1, 2, 3, 4. Non pas seulement 3 et 4. Du point de vue biblique, 1. On peut dire les langues les plus anciennes du monde doivent posséder un niveau structurel très élevé et être d'une grande complexité puisqu'elles tirent leur origine directement de Dieu et qu'elles sont plus proches du moment de la création. Ce qui sort de la main de Dieu doit, comme en témoigne par exemple le récit de Genèse 1, être très bon. Vous voyez, c'est l'opposé. Deuxième déduction. Les langues des aborigènes ne devraient pas être plus primitives. Leurs langues sont elles aussi issues de la main créatrice de Dieu, tout comme les langues des nations hautement civilisées, puisque ce n'était pas l'homme qui a créé sa langue, c'est Dieu. Alors, on a une toute autre vue des langues aborigènes. 3. On peut donc s'attendre à ce qu'une langue, au cours de son histoire, et en particulier dans les domaines qui échappent à l'influence créatrice de l'homme, n'est-ce pas, la morphologie, montre des signes de décadence. Parce que, selon Romains 8, verset 20, la création a été assujettie à la vanité après la chute originelle. Genèse 3. Par contre, dans les domaines du lexique, de la syntaxe et de la sémantique, on peut s'attendre à des développements vers le haut, puisque
dans ces domaines, l'homme peut exercer la créativité qu'il a reçue et peut donc contrer les effets de la loi de dégénération. Maintenant, nous allons considérer le test qui va mener à une réfutation ou à une confirmation des points de départ, des idées de départ, des théories de départ. D'abord, nous considérons les langues les plus anciennes. La langue indo-européenne la plus ancienne connue à ce jour est le sanskrit védique des Indes. Et les plus anciens textes qu'on connaît encore aujourd'hui remontent à 1500 avant Jésus-Christ. Et on doit dire, c'est la langue indo-européenne la plus complexe. On a, par exemple, pour les noms, on a 8 cas. Vous voyez, en allemand, nous avons 4 cas, mais là, on a 8 cas. Singulier, 8 formes, pluriel, 8 formes. En plus, on n'a pas seulement singulier et pluriel, mais on a aussi une forme, en plus, qu'on appelle le dual, pour exprimer des choses comme les deux oreilles, les deux yeux, etc. Ou chez les animaux, les 2 cornes. Là, on utilise le dual. Et pour les formes verbales, on peut donc changer le verbe en environ 600 formes. Et là, d'ailleurs, non pas en utilisant des mots pour faire des circonscriptions avec avoir et être, n'est-ce pas? J'ai eu un chien, par exemple. Non, on a vraiment des formes. Donc, un mot en une forme. 600 formes verbales. La langue la plus ancienne d'Europe, des langues indo-européennes, c'est le grec ancien. Et la connaissance aujourd'hui remonte jusqu'à environ 1400 avant Jésus-Christ. Et on doit dire, le grec ancien, c'est la langue la plus complexe d'Europe. Là, on a 5 cas, en singulier, au pluriel. Et pour les verbes, j'ai compté environ 450 formes verbales. Voilà un exemple du grec ancien, Jean 1, verset 1er. Puisqu'on ne sait plus comment on a prononcé à l'époque, on utilise aujourd'hui donc une école de prononciation en Allemagne qui est différente de celle de France. Je prononce à la façon de l'école allemande. En arche ein hologos, kai hologos ein prostonteon, kai theos ein hologos. La langue la plus ancienne du monde que nous connaissons encore, c'est le sumérien. Et maintenant, et cela compte aussi pour la suite, j'utilise les datations utilisées dans l'archéologie séculaire en général. Là, on pourrait encore ajouter des critiques, mais quand on parle de millions d'années dans la doctrine d'évolution, donc ces petits changements ne jouent aucun rôle. Alors, le sumérien, 3100 avant Jésus-Christ, et examinons maintenant le système de cas du sumérien. Le nominatif absolu n'a pas de terminaison spéciale. Alors on dit pour montagne, on dit simplement cours. Mais ensuite, on reconnaît l'agentif à son suffixe e. Le sujet des verbes transitifs finis est toujours
combiné à l'agentif, n'est-ce pas? Lugal, ça veut dire roi, simplement le mot roi. Mais lorsqu'on dit le roi règne, on doit utiliser l'agentif, alors on dit lugale. Le génitif se construit à l'aide du suffixe ak ou k. Par exemple, dumuanak veut dire enfant de Anne. Mais ak, ce n'est pas un mot, c'est un morphème qui est ajouté, et comme on ne comprend pas en français le morphème E, que ça voudrait dire le féminin pour petite E, voyez? On ne comprend pas, si on dit, qu'est-ce que ça veut dire E? Rien, petite E. Ah oui, ça veut dire, mais bien sûr, c'est simplement le féminin, ça indique le féminin. Et c'est la même chose là, ce ne sont donc pas des mots qu'on met simplement ensemble, mais ce sont des parties qui donnent le sens seulement dans la combinaison. Ça, c'est un point important. Le datif, ce cas est souvent indiqué par le suffixe ra, enra, ça veut dire au Seigneur. Mais si vous avez demandé à un sumérien, qu'est-ce que ça veut dire ra? Quoi? Ra. Oui, vous dites enra. Ah oui, enra, ça veut dire au Seigneur. Vous voyez, ça marche comme ça. On reconnaît le locatif au suffixe a. Alors, on dit ea, ça veut dire dans la maison. Et, c'est maison, ea, un mot, dans la maison. Le locatif terminatif de proximité directe, ce cas est indiqué par le suffixe e. Alors, on dit kae. Si un sumérien mettait, par exemple, des fleurs à côté de la porte, alors kae à côté de la porte. Le terminatif, avec che, esche ou esh, on exprime une direction. Alors on dit anche, vers le ciel. An, ça veut dire ciel. Mais anche, alors si le sumérien prend les fleurs à côté de la porte et les jette en haut, alors on dit anche, vers le ciel. Le commutatif, le suffixe de ce cas est de et ou da. L'agashada, ça veut dire avec l'agache. L'ablatif instrumental est formé par l'ajout de la postposition ta, courta, des montagnes. N'est-ce pas, lorsque dans l'histoire, les ennemis sont venus des montagnes pour détruire l'empire sumérien, alors on aurait pu dire courta, les ennemis sont venus des montagnes. L'éjatif, ce cas est exprimé dans les niveaux les plus anciens par gim. Alors, agim, a veut dire eau, agim comme l'eau. Et il y a encore beaucoup plus de cas. Juste pour donner quelques exemples. Le système verbal, en général, c'est le plus intéressant dans toutes les langues. Le système verbal sumérien possède une structure extrêmement complexe et compliquée. On y trouve un nombre impressionnant de préfixes, ce sont des morphèmes qui ne sont pas des mots, ajoutés devant, infixes, insérés dans le mot, et suffixes ajoutés à la fin. À l'aide de ces éléments, il est possible d'exprimer des contenus verbaux d'une extrême précision. Il y a par exemple les morphèmes par lesquels on peut indiquer la personne, moi, toi, lui, le nombre, moi, nous, singulier, pluriel, le temps, on connaît un présent futur, un prétérit et un permensif pour des actions, si on peut dire, qui expriment un état. Permensif, le mode, indicatif, optatif, pour exprimer des désirs, prohibitif, pour dire « tu ne feras jamais », cohortatif, pour encourager, prospectif, impératif, et la diathèse. Donc on a des formes actifs, je lave, passif, je suis lavé,
Mais vous voyez, on doit combiner avec plusieurs mots, parce que nous n'avons pas des formes verbales pour exprimer le passif. Réflexif, je me lave. Mais ils peuvent exprimer ça dans un mot. De plus, certains aspects peuvent être exprimés ponctuels, duratifs. N'est-ce pas? Lorsqu'on dit en français « il alla à la forêt », ça c'est ponctuel. Mais quand on veut dire « il va toujours de nouveau » ou on veut décrire comment il va, on dit « il allait à la forêt ». Ça, on connaît aussi le duratif. Il est également possible, en attachant des morphèmes entre eux, de préciser l'intensité, la direction, la relation et les relations à l'objet. L'organisation de la chaîne de morphèmes, et j'insiste encore, ce n'est pas une chaîne de mots qu'on écrit simplement ensemble. L'organisation de la chaîne de morphèmes dépend de règles grammaticales très strictes. Et ainsi, des milliers de formes verbales différentes peuvent être ainsi formulées. Une autre langue, des plus anciennes du monde, l'égyptien ancien, où, selon la datation courante, on peut remonter jusqu'à 2900 avant Jésus-Christ. À propos du nom, en égyptien, il existe 2 genres, masculin, féminin. Ça, on connaît aussi en français. De plus, on distingue 3 nombres, le singulier, le dual, ça on ne connaît pas en français, pour les pairs, et le pluriel. Mais j'ai dit, les verbes sont intéressants. À propos du verbe, plus de 200 formes on trouve. On distingue 8 personnes dans les conjugaisons. Comment ça va? Eh bien, quand je dis « tu », on peut savoir si je dis « tu » à une femme ou à un homme. Et voilà, pour la deuxième et la troisième personne du singulier, on a des formes verbales différentes. Masculin et féminin sont différenciées. Les actions peuvent être décrites avec référence au temps, passé, présent, au futur, ou sans. N'est-ce pas? On peut exprimer des idées très absolues, philosophiques, on peut dire, avec référence sans temps, auquel cas seule l'action en tant que telle a de l'importance. De plus, on distingue diverses diathèses, actif, passif, causatif. Causatif, ça veut dire c'est une action où on fait que quelqu'un fasse quelque chose. Là, on a des formes spécifiques, d'ailleurs comme aussi en hébreu, le hif'il. Et on a des divers aspects, duratifs, comme en français, ponctuels, et résultatifs, comme en grec ancien. Christos et gegertai. Christ est ressuscité, ça veut dire il est ressuscité et il est vivant. Le résultat de l'action ponctuelle du passé. Alors, le résultatif, on a aussi, donc on aurait très bien pu traduire le Nouveau Testament en égyptien, l'ancien égyptien. Il existe aussi différents modes de l'indicatif, l'optatif, l'adortatif, le conjonctif, le volontatif et l'impératif. Et la concordance des temps peut être précisée sans peine. N'est-ce pas, si une action était ultérieure à l'autre dans la phrase. Une troisième langue, akkadien. Par akkadien, aujourd'hui, on comprend le dialecte des Assyriens et des Babyloniens, qui sont très proches l'un de l'autre. Là, on remonte dans l'archéologie à des inscriptions de 2500 avant Jésus-Christ. Et là, à propos du nom, on connaît un singulier, un pluriel, un dual. Et 5 cas dans le singulier et le pluriel. Par exemple, chien, c'est kalbum. Du chien, génitif, kalbim. Le chien, mais l'accusatif,
kalbam, etc. Et on a encore un status rectus et un status absolutus. Je ne veux pas expliquer, c'est simplement pour savoir, c'est très compliqué. Vous avez déjà compris avec ça. À propos du verbe, environ 1000 formes on peut créer à partir d'un mot. Lorsque j'ai appris l'acadien, alors j'ai dû apprendre pour parasum, séparer, presque 1000 formes. Mais chaque forme, c'est un mot. Ce n'est pas avec ajout de avoir, être, vouloir, etc. Non, presque 1000 formes. Et là, j'ai compté seulement 100 objets pronominaux. Sinon, on peut former des milliers de formes. Atodakushu, c'est un mot. Ça veut dire je l'ai envoyé vers toi. C'est un mot. Alors, on arrive à un premier résultat, la prévision du point de vue de la théorie de l'évolution. Les langues les plus anciennes sont primitives, puisqu'elles remontent plus au temps où à partir de rien, les langues sont apparues. C'est faux. C'est faux. Et voilà la prévision du point de vue de la Bible. Les langues les plus anciennes sont complexes. C'est absolument juste. Donc pour chaque cas, c'est vraiment clair. C'est pas, oui, on pourrait si on évalue un peu. Non, c'est clair. Donc, notre deuxième tâche, les langues des aborigènes. Voilà, on va vers les Quechua. Les Quechua, aujourd'hui, sont les descendants des anciens Incas. Voilà cette langue des Incas du Pérou, Équateur, Bolivie. Et on s'imagine, nous sommes des linguistes qui vont habiter chez eux pour apprendre, faire des études sur leur langue. Et voilà, on nous apprend un mot. Ruvanaya Shaskasni Kichementaka. C'est un mot de 32 lettres. Mais jusqu'à ce qu'on va comprendre que là, il y a 8 parties grammaticales différentes organisées en une suite très précise. Ça va prendre du temps. Je traduis ce mot, ce qui concerne la réalisation continue du futur travail. C'est pas mal, n'est-ce pas? Et en quechua, on peut former à peu près 50 000 formes verbales, obtenues par les recombinaisons de morphèmes. Non pas mots, mais bouts de mots. Et nous allons maintenant aussi chez les Aymaras, aussi en Bolivie, par exemple La Paz, ça c'est la région de ces Amérindiens. Bolivie, mais aussi Pérou, et voilà, là on a un système verbal avec environ 100 000 formes. C'est quand même un peu particulier si on compare ça avec le français, n'est-ce pas? Ou le Schweizerdeutsch, qui n'a encore moins de formes que le français. Alors là, je veux juste donner encore quelques précisions. Le système verbal de l'Aymara est tout à fait étonnant. Le verbe est composé d'une racine à laquelle viennent s'ajouter une série de suffixes pouvant aller jusqu'à 23. À l'aide de ces suffixes, on peut exprimer la cause, la direction, la manière, les conditions, le nombre, la situation, la négation, la grandeur, l'aspect, le ton, le sujet, l'intensité, etc. Mais un exemple va clarifier. Avistaya nivaya rapipijemava. C'est un mot. La traduction veut dire « J'incite à ce qu'il soit informé par toi de ma venue ici ». Vous voyez, la première partie, avist. Avistaya. Avist est une racine verbale et désigne l'action de
l'action d'informer. T'a, ajouter, c'est pas un mot. Alors, demandez une fois à un Aymara, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Mais lorsque vous dites, Avista Yanivaya Papi Djemava, ah oui, il va comprendre. T'a indique que l'action est momentanée, c'est-à-dire ponctuelle, comme le passé simple en français. Ya est un morphème causatif et indique ici que le sujet, je, fait faire l'action par un autre que lui, et cela, on a traduit par j'incite. Vous voyez? On peut exprimer en français tout ce qu'on veut, mais différemment. Ni veut dire vers le lieu où la phrase a été prononcée. C'est ce qu'on a traduit dans ce cas par ici. Vaya veut dire en route. En français, on l'a rendu par ma venue. Rapi est un bénéfactif, ce qui veut dire que l'action arrive au profit, pour le bien d'un autre. Ceci n'est pas rendu dans la traduction, car cela aurait été trop compliqué. Bija indique que plusieurs personnes sont impliquées dans l'action et désigne la première personne du singulier au futur. Ma est une combinaison des pronoms je et tu réunis en un suffixe et va exprime l'intensité de l'action. Et ceci n'a pas pu être rendu dans la traduction, il aurait fallu beaucoup trop de mots pour le décrire. C'est pas mal, n'est-ce pas? Mais là, on pourrait dire, oui, mais les Incas, au Moyen-Âge, c'était une haute civilisation. Alors, allons vers les Vintu. Ce sont des Amérindiens en Californie qu'on connaît par les livres de Karl May, n'est-ce pas? Ce sont vraiment les Amérindiens très typiques que les enfants connaissent bien. Le verbe possède entre autres des formes spéciales pour différencier les catégories d'affirmations suivantes. 1. On répète une chose que l'on a entendu dire. 2. On exprime différemment. L'affirmation est le résultat d'une observation personnelle. Et 3. L'affirmation est le résultat d'une conclusion logique. De plus, on dénombre ici 3 différents grades de plausibilité. Et vous voyez, la structure de la langue force ceux qui parlent la langue à être précis. Alors on pourrait dire, si les journalistes aujourd'hui devraient s'exprimer comme ça, c'est tout de suite clair. Ah, il a vu! Non, il n'a pas vu. J'ai juste une conclusion qu'il a fait. Ou peut-être même dans la vie de couple. Ça serait pas mal si on fait ces différenciations, n'est-ce pas? Ces langues aborigènes possèdent un tel niveau de complexité et leurs structures sont si difficiles à déchiffrer pour la linguistique qu'elles ont été utilisées par les Américains à des fins stratégiques. La langue des Indiens Comanches, par exemple, a été utilisée comme code pendant la Première Guerre mondiale. On parlait des code talkers. Alors, en anglais, on a dit le message, un Indien Comanche, il l'a traduit. À l'autre côté, un Amérindien a compris et il a traduit en anglais. Ces langues aborigènes possèdent un tel niveau qu'on a utilisé ça pendant la Première Guerre mondiale, mais de même pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ont utilisé les langues des Indiens pour coder leurs messages secrets. En plus du Comanche, le Chippewa, le Hopi et le Navajo ont été utilisés avec succès. Jamais les ennemis ont pu ouvrir le code, découvrir le code. On va encore en Afrique, juste pour voir les langues bantoues. N'est-ce pas? Il y a plusieurs familles de langues. Les langues bantoues. Là, on connaît jusqu'à 20 classes de noms. Et le système verbal est extrêmement complexe et différencié. Juste un exemple de l'Ilamba, en Tanzanie. Kento kiakoe kekolu kemoe kiamekela enomba. Littéralement, ça veut dire chose, ça
grande, une, est plus grande que une maison. Mais ce n'est pas du français, mais ça veut dire sa grande chose est plus grande qu'une maison. Et voyez, lorsqu'on dit une autre phrase qui ne commence pas avec chose, kento, c'est un mot de la classe qui commence avec ke. On utilise par exemple mot, c'est lokani, c'est un mot de la classe lo. Alors là, les autres mots dans la phrase doivent s'accorder. Comme en français, qu'on ait ce phénomène, c'est un phénomène d'ailleurs très haï par les Suisses allemands et les Allemands, mais là, c'est encore pire. Vous voyez, lokani, mot, son, loakoe. Avant, on a dit chose, ça, c'est kiakoe, ça. Mais lorsque c'est lié à lokani, on doit dire loakoe. Et grand, ce n'est plus kekolu, mais lokolu. À lokani, loakoe, lokolu, lomoe. Loaoke, la ota. Pour dire son grand mot est plus grand, ça veut dire plus fort qu'un arc. En général, on peut maintenant dire, où on connaît tant de langues aborigènes, la recherche sur les langues aborigènes dans le monde a donné le résultat suivant. Il n'y a pas de langue primitive. On n'a jamais trouvé une langue primitive chez des humains. Même s'ils vivent dans une culture dite âge de pierre, la langue est complexe. Il n'y a aucun rapport entre le niveau d'une culture et le niveau de culture de sa langue. Ça, c'est intéressant. Oui, parce que les enfants, les bébés, ils apprennent les langues. Ils peuvent apprendre n'importe quel système. Et après, c'est fixé. Alors là, le deuxième résultat, la prévision du point de vue de la théorie de l'évolution, les langues aborigènes sont primitives, et cela a été prétendu au XIXe siècle. Aujourd'hui, on ne peut plus. On doit dire, vous voyez, c'était faux, complètement faux. La prévision du point de vue de la Bible, les langues aborigènes ne sont pas primitives parce qu'ils sont le résultat de la création divine, c'est juste. Et maintenant, nous allons conclure avec l'histoire des langues. Et là, il y a plusieurs langues où on peut, par des documents, montrer leur histoire. Par exemple, parmi les langues afro-asiatiques, ou on appelle ça aussi kamito-sémitique, c'est l'égyptien, sur des documents sur 5000 ans, jusqu'au XXe siècle. Akkadien, 2600 ans. Le cananéen, où le dialecte hébreu fait aussi partie, 3500 ans. Araméen, 3000 ans. Arabe, 2500 ans. Mais aussi des langues indo-européennes peuvent être utilisées, donc les langues indo-ariennes en Inde, 3000 à 3500 ans. Le grec, 3400 ans, latin et langue romaine, jusqu'au français, et jusqu'à l'espagnol, 2700 ans, anglais, 1300 ans, allemand, 1300 ans. Et pour l'égyptien, on peut dire, on voit une constante dégradation et perte de la diversité des formes. Dans le domaine où l'homme n'est pas créatif, il perd. Une richesse qui était là au début. Donc, la grande question, ce n'est pas si on voudrait avoir une telle langue avec beaucoup de formes. Non, la question c'est comment ces formes sont arrivées. Si l'homme moderne n'est pas capable de créer une telle langue, pourquoi des primitifs auraient pu faire cela? Impossible. Donc, aussi pour l'akkadien, le cananéen, l'araméen, l'arabe, constante dégradation et perte de la diversité des formes. Par exemple, dans l'arabe classique, n'est-ce pas, on distingue les différents cas. Rajulu, l'homme, c'est le nominatif. Rajuli,
génitif, rajula, l'accusatif. Mais dans la langue courante aujourd'hui, on dit rajul. On laisse les formes de côté. Grec, aussi une constante dégradation et perte de la diversité des formes. Le grec était très conservateur, plus que d'autres langues. D'ailleurs aussi l'arabe. Mais même là où les langues sont conservateurs, la perte est constante. Indo-arienne, donc du sanskrit jusqu'au hindi aujourd'hui, une constante dégradation et perte de la diversité des formes. Hindi, c'est facile à apprendre en contraste avec le sanskrit. En latin, n'est-ce pas? Ceux qui ont passé par ces écoles dures au gymnase, on a dû apprendre 6 cas au singulier et au pluriel. Ami, on dit amicus, génitif amici, datif amico, accusatif amicum, vocatif oh ami, amique, ablatif par amico, par l'ami ou avec l'ami. Et au pluriel, amici, amicorum, amicis, amicos, amici, amicis. Je prononce selon l'école allemande. Alors, si vous prononcez différemment, le latin, ce n'est pas une erreur. Je n'ai pas de prétention. Donc, pour le latin, 12 formes, mais ce qui reste en français, c'est ami et ami. Seulement, dans l'écriture, on voit le pluriel. On ne dit pas amis. Italien, là, on a encore la distinction amico et amici. Vous voyez, le datif est retenu amico au singulier. Le verbe latin, j'ai compté 170 formes. Mais toutes les formes, par exemple, du passif, ont été perdues. Et en français, on les a décrits avec être et avoir, n'est-ce pas? Alors, en français, il reste encore 4 formes synthétiques. Vous voyez, quand c'est un mot, ça c'est une forme synthétique. Et quand on fait une description avec avoir et être, ce sont des formes analytiques, comme on appelle ça. 40 formes. Anglais. Vous voyez, dans l'anglais, il y a 1300 ans, on avait encore des différentes formes de cas. On n'a dit pas simplement stone pour pierre, pour dire pierre, mais on a dit stone, stain, steinus, génitif, steine, datif, stain. Accusatif, c'est la même forme comme le nominatif. Mais en anglais moderne, on dit stone, 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 stone. Ça ne change plus. Au pluriel, on n'a pas simplement dit, comme aujourd'hui, stones, mais steinus, steine, steinum, steinus. C'est perdu. Aussi, le verbe, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est tellement simple pour apprendre l'anglais. Il faut apprendre I help, you help, we help, you help, they help. C'est toujours la même chose. Seulement, il faut faire attention. 3e personne du singulier. He helps. Il faut ajouter un S pour parler correctement. Mais anglais ancien, c'est ik helpe, du helpst, he helpeth, we helpeth, etc. Alors, vous voyez, c'est encore plus près de l'allemand. Ich helfe, du hilfst, hilft, ich helpe, hilfst, hilft. C'est plus près. Mais c'est logique, puisque ce groupe remonte aussi à un original commun. Et vous voyez, en allemand, on a aujourd'hui les quatre cas, mais allemand ancien a eu même encore un instrumental. Par le jour, on disait tagu, tag, tages, tage, tag, tagu. Et au pluriel, taga, tago, tagum, taga.
C'était aussi un peu plus difficile. Et aussi le verbe. Le verbe était tellement clair dans le passé qu'il ne fallait pas ajouter « ich », moi, je, tu, parce que le verbe était clair. Gibou, ça veut dire « je donne ». Gibis, tu donnes. Gibit, il donne. Gebames, nous donnons. Gebet, vous donnez. Gebant, il donne. Vous voyez, c'est assez similaire du latin. Ceux qui ont appris le latin. Ça nous rappelle le latin. Et même le Schweizerdeutsch a perdu. Par exemple, le Bödeli-Deutsch, c'est le dialecte de la région d'Interlaken. Voilà, face de cette belle montagne de l'Eiger. Alors là, on connaissait encore au XIXe siècle un prétérit qu'on n'a plus aujourd'hui. N'est-ce pas? Le suisse allemand, c'est vraiment ce qu'il faut apprendre. On a seulement un présent et un parfait. Le futur, parfois on fait une circonscription pour le futur, mais souvent on peut dire le présent pour le futur. Ich gehe nach Zürich, ça veut dire je vais à Zurich, mais ça veut vraiment dire j'irai à Zurich. Tout simple. Mais là, au XIXe siècle, on avait un prétérit, on dit « ich was » pour dire « j'étais »,« ich war », comme en allemand. Là, on a encore le prétérit. « Er ging fort » pour dire « er ging fort », il s'en alla. Tout perdu. D'ailleurs, la même chose, le même phénomène, on trouve dans la langue afrikaans, qui est très similaire de l'hollandais. Mais là, on a aussi perdu en afrikaans le prétérit. Troisième résultat, les prévisions du point de vue de la théorie de l'évolution. L'histoire des langues est une évolution vers la complexité. C'est faux. Prévision du point de vue de la Bible. L'histoire des langues est une dégradation des formes. C'est juste. Et vous savez, dans la science, lorsqu'on applique la méthode de la déduction et on arrive à une conclusion qu'une théorie est falsifiée, vous savez ce qu'on fait? On la jette à la poubelle. Alors c'est le moment où on peut vraiment dire c'est faux, il faut se séparer de cette théorie. Et quand par la méthode de la déduction, on arrive à un résultat positif, alors on sait, maintenant en science, il faut continuer sur ce chemin. On est sur un bon chemin. Mais là, il faut dire, on doit se séparer de cette théorie qui est fausse. Eh bien, juste pour conclure, on voit la Bible connaît la vérité de l'origine des langues. Et on peut montrer la vérité de la Bible aussi sur beaucoup d'autres niveaux, comme le niveau de la prophétie accomplie. Des centaines de prophéties accomplies, ce qu'on trouve seulement dans la Bible, non pas dans les autres religions. Donc, on peut déduire que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Et ce qui est remarquable, que ce Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui est à l'origine de la langue. Et vous voyez, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, est appelé dans l'Évangile de Jean au début, au commencement était la parole. Enarche ein logos. Il est appelé la parole. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à ses créatures à travers le Fils de Dieu. Et lorsqu'on parle, n'est-ce pas, par la langue, je me révèle. Vous me connaissez maintenant un peu mieux qu'avant. C'est par la langue. Et ainsi, Dieu se révèle parce qu'il veut se révéler à nous. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus est appelé la parole. Et Dieu s'est révélé en ce que le Fils de Dieu est devenu homme et est entré dans ce monde pour nous parler. Et ce Dieu qui parle, il nous a donné la Bible. Donc la parole
écrite. Pourquoi il n'a pas continué à simplement se révéler par des auditions directes? Il aurait pu, n'est-ce pas? Mais Dieu s'est lié à la parole écrite. Pourquoi? Afin que nous avons tous la même référence. Lorsque les chrétiens ne sont pas d'accord sur un point, il faut prendre la Bible et voir ce que la Bible dit. Et non pas, un peut dire, oui, j'ai eu une révélation. Un autre dit, oui, mais j'ai aussi eu une révélation, mais c'est différent. Mais qui a raison? Les deux prétendent d'avoir la révélation divine de la part de Dieu. Mais avec la Bible, nous avons une base objective. Et on peut voir, oui, mais cette idée ne correspond pas avec l'ensemble de la parole de Dieu, écrite. Alors, il faut rejeter et accepter seulement ce qui est vraiment en accordance avec l'ensemble de la Bible. Et voilà, la parole nous est donnée parce que Dieu veut se révéler à nous, mais en plus, il veut que nous parlons à lui. Donc, Dieu nous parle par la Bible et nous nous adressons à Dieu par la prière. Et ainsi, nous avons un dialogue vivant. Et ce Dieu qui a donné la Bible, par son esprit, il nous aide, il nous éclaire à comprendre la parole écrite. Toujours de plus. Mais il faut lire la Bible chaque jour. Il faut faire une étude de la Bible et se soumettre à l'autorité de la Bible. Autrement, Dieu ne nous donne pas la lumière pour comprendre sa parole. Et nous voyons avec ça que la langue que nous utilisons chaque jour est toujours donnée pour nous rappeler que nous sommes des créatures. De ce Dieu qui a créé les langues. Et alors, continuons la semaine en réfléchissant à ce fait. Lorsqu'on parle, ça me rappelle que nous ne sommes pas à l'origine de la langue. C'est Dieu qui nous a donné la langue pour pouvoir lui parler, pour pouvoir comprendre ce qu'il nous dit dans la Bible et pour aussi établir ou même réparer le dialogue avec des autres êtres humains où le dialogue a été rompu. Dieu n'est pas le Dieu qui rompt le dialogue, mais c'est le Dieu qui construit le dialogue. Merci de votre attention.